Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Carnopolitis. L'émission traite de sujets divers et variés, allant de l'économie à la politique, de la culture au sport et du social à la santé. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir sur Carnopolitis le président du mouvement des jeunes de l'Union du peuple gabonais. La question, à tout le moins, effleure les lèvres de nombreux observateurs qui spéculent autour de cette nébuleuse, le bicéphalisme ou mieux le tricéphalisme, si vous m'accordez le néologisme, qui prévaut aujourd'hui au sein du parti de Pierre Mamboundou, ce à quelques jours de l'ouverture d'une convention du parti, ce qui donne à réfléchir. Mais pour tout comprendre, laissons venir sur ce plateau Ange Kevin Zigou, président du mouvement des jeunes de l'UPG. Monsieur Nzigou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être arrivé sur ce plateau. Monsieur Nzigou, comment se porte l'UPG? L'UPG se porte très bien. Le mouvement de jeunes de l'UPG, en tout cas, se porte à merveille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer quand on sait que depuis la mort de Pierre Mamboundou, c'est pas très gai au sein de l'UPG? Depuis la mort de Pierre Mamboundou, il n'y a rien de navrant au sein de l'UPG. Il faut dire que avec la disparition de Pierre Mamboundou, l'UPG a dû se restructurer parce que il faut reconnaître que le parti était axé sur Pierre Mamboundou. Étant décédé, il y a eu un moment de bousculade, on va dire ça simplement comme ça. Mais depuis un moment, depuis que le congrès s'est organisé l'année dernière, les choses sont revenues dans l'ordre. C'est vrai, vous me direz, je ne ferai pas l'injure aux Gabonais de croire que tout va très bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont certainement instrumentalisés par le pouvoir pour mettre un peu de flou dans le fleuve UPG. Alors on parlait, c'est pour ça que vous arborez toujours la couleur rouge. Vous n'êtes pas venu en costume avec une cravate rouge, c'est le signe distinctif des UPGistes. C'est la couleur, oui, qui distingue l'UPGiste, le rouge. Pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge? Parce que déjà, je ne vais pas refaire l'histoire de la couleur rouge au sein de l'UPG qui était en réalité une couleur qui nous était imposée, mais parce que le rouge aussi symbolise un certain nombre de choses, notamment l'espoir. Le rouge symbolise la lutte, la résistance. Et donc, et le rouge aujourd'hui est devenu le signe identitaire de l'Union du peuple gabonais. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, certaines autorités de la place assimilaient cette couleur à une instigation à la violence dans la rue. Et quand on voyait des UPGistes en rouge, on voyait rouge naturellement. Et effectivement, on voyait bien que certains en profitaient pour infiltrer les rangs de l'UPG, faire porter des t-shirts rouges et orchestrer un certain nombre de casses. Aujourd'hui, comment vous arrivez à canaliser tout ça? L'excellent journaliste que vous êtes aura noté que jamais M. Mamboundou n'a été, en tout cas dans ses actes, assimilé à la violence. La violence, on sait de quel côté elle se trouve aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que l'UPG est en rouge que ça voudrait dire le sang, encore que le sang c'est un signe de vie, pas de mort. Mais il faudrait dire aussi que pour donner une image négative à cette couleur, beaucoup de personnes sont venues et c'est le sport favori de certaines personnes au sein de la majorité, habiller des jeunes, les mettre dans la rue, faire la casse avec une couleur qui est l'identité d'un parti politique. Mais je pense qu'on a dépassé ces moments-là. Oui, mais cette pratique, elle n'est pas l'apanage de la majorité. C'est une pratique que l'on peut retrouver dans les deux camps politiques. Oui, mais quel est l'intérêt pour des républicains comme les UPGistes de prendre des gens au cours d'un meeting? Les républicains de quel point de vue? De votre point de vue ou du point de vue du camp d'en face? Du point de vue de nos idéaux, du point de vue de nos actes, du point de vue de valeurs que nous défendons. L'UPG a toujours été un parti républicain et continue de l'être. Alors, je le disais dans mon introduction, le parti est dans une phase très instable actuellement. C'est vrai que vous semblez exprimer la sérénité au sein des rangs de l'Union des peuples
du Gabonais, mais on voit bien qu'il y a bien sûr un certain nombre de distinctions qui font que l'opinion pense que ça vole assez bas. Sanctions à quel niveau? De dissanctions. Des sanctions, pardon. C'est vrai, vous savez, aujourd'hui, il y a une double lecture qu'on peut faire de la situation politique au sein de l'UPG. On constate qu'il y a un groupe qui est axé sur le narcissisme politique, qui n'a que pour seul projet politique le nombril de ses tenants. Il y a un groupe qui a pour principal objectif de se préoccuper des problèmes des Gabonais. C'est c'est la préoccupation première du président Mokani Ouangou. Et donc, nous n'allons pas rester sur des problèmes UPGistes, dans la mesure où, pendant qu'on est en train de se battre entre nous, pendant que les gens se disputent je ne sais quelle prébande, le peuple gabonais continue à souffrir. Les problèmes des Gabonais ne sont pas posés. Et donc le président Mokani a pris la résolution ferme de ne plus regarder ceux qui veulent nous tirer vers le bas et de s'intéresser aux problèmes des Gabonais pour y apporter des solutions. Se couper carrément d'une frange de la population, d'une frange des partisans de l'UPG? Non, il ne s'occupe pas d'une frange des partisans de l'UPG. Déjà, le président... Qu'est-ce que l'UPG? Pourquoi l'UPG n'arrive-t-elle pas à maintenir cette cohésion que Pierre Mamboundou semblait si bien amener? Simplement parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, Pierre Mamboundou étant fondateur de l'UPG, il incarnait le parti à un moment donné. Et il y a des règles de fonctionnement du parti qui étaient établies, qui ont été mises en œuvre. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas le fondateur d'un mouvement, chacun se croit tout permis. Les soubresauts que l'UPG connaît aujourd'hui sont aussi dus au fait que les membres, les tenants de ces différents problèmes-là sont eux, dans une logique différente de ce qui inspire la vie de l'UPG. Voilà. Donc, vous n'allez pas demander à M. Mokani Ouangou et à son bureau exécutif, qui sont, eux, préoccupés par des problèmes sérieux, problèmes de Gabonais, problèmes de chômage, problèmes de souffrance. Vous n'allez pas leur demander à eux de répondre de la délinquance politique de certains. Alors, vous avez évoqué un congrès qui a été organisé récemment. S'agit-il de celui organisé par Bruno Ben Moubamba et ses amis, ou c'est un congrès qui a rassemblé tous les partisans de l'UPG? On sait aussi que Pierre Mamboundou, de son vivant, n'a pas réussi à organiser un congrès. Non, Pierre Mamboundou n'avait aucune difficulté à la réussite de l'organisation d'un congrès. Ce qu'il faut dire, c'est que la préoccupation... Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui le fait que, de son vivant, on n'ait pas eu de congrès? Oui, la préoccupation de Pierre Mamboundou à l'époque était de lutter pour l'alternance à la tête de l'État. Et il n'y avait aucune contestation sur les instances dirigeantes. Vous savez que le but du congrès est de faire vivre la démocratie du parti à l'échelle du bureau exécutif du parti de l'époque, auquel je n'appartenais d'ailleurs pas en ce temps-là. Je pense que la question ne se posait pas. La légitimité de Pierre Mamboundou et des gens qui l'accompagnaient était telle qu'il était inutile, compte tenu de la souffrance des Gabonais, qu'on dilapide des sommes importantes pour l'organisation d'un congrès. Si, à un moment ou à un autre, une autre figure mais les statuts ne prévoyaient pas de congrès ordinaire du parti. Les statuts ne l'interdisaient pas. Et je peux vous dire que la démocratie interne du parti existait. Je n'étais pas dans le parti, mais j'avais une vision assez éclairée de ce point de vue-là, pour vous dire qu'au sein du parti, il y avait une démocratie interne qui ne rendait pas forcément nécessaire l'organisation d'un congrès, et c'était prévu par les textes d'ailleurs. Pour revenir au congrès que nous avons organisé l'année dernière, il faut dire que les textes de l'UPG, contrairement à certains autres partis politiques, ils sont clairs. Vous avez une convention qui est appelée. La convention, elle convoque le congrès, elle vous en donne l'ordre du jour et décide du comité d'organisation du congrès. Une convention a été appelée, elle a donné une date pour le congrès, si ma mémoire est bonne, du 6 au 9 juin 2014. Elle avait pour ordre du jour l'élection d'un bureau du parti, un bureau exécutif du parti, et avait pour président du comité d'organisation le docteur Itana. Se trouve que,
arrivé à quelques semaines de la date ou à quelques jours de la date prévue par la Convention nationale, le comité d'organisation se sentait à mesure d'organiser le congrès. Il l'a fait. Le secrétaire exécutif de l'époque, au relent, j'ai envie de dire, antidémocratique, a pris une décision pour annuler le congrès. Mais ça aussi, c'est le rôle de journaliste de ne pas créer la confusion, de ne pas laisser le peuple dans la confusion, expliquer aux gens que la convention ayant convoqué le congrès, seule la convention pouvait annuler le congrès. Ça s'appelle le parallélisme de forme et de compétence. Le secrétaire exécutif, aussi puissant qu'il est, n'avait pas la compétence pour annuler le congrès. Donc, le congrès s'est tenu conformément à la loi, conformément au statut de l'UPG, et le congrès a désigné Moukani Iwangu président de l'Union du peuple gabonais. Les militants de l'UPG, qui sont préoccupés par les batailles de l'UPG, se sont alignés derrière ce président qui a été élu par le parti, conformément aux dispositions prévues dans les textes en vigueur. Alors, mais comment expliquer aujourd'hui que Bruno Ben Moubamba se dise président de l'UPG? Vous ne pouvez rien faire contre la dissidence. Vous ne pourrez rien faire contre ce que j'ai appelé tout à l'heure la délinquance politique. Mais moi, je dis, comment expliquer que la presse qui est au courant de tout ça, comment expliquer que le ministère de l'Intérieur, qui est assez informé des procédures, parce que les statuts des partis politiques sont déposés au ministère de l'Intérieur, qui a une visibilité sur les procédures des partis politiques, parce que vous déposez, et nous l'avons fait d'ailleurs après le Congrès, les comptes rendus et résultats des travaux. Comment expliquer que, aussi bien au sein des médias qu'au sein de l'État, on puisse entretenir cette ambiguïté? J'entends des journalistes, mais je ne trouve pas ça du tout sérieux, parler de 3 UPG. Ce n'est pas possible dans un État normal, dans un État de droit. Vous le dites si bien, mais comment expliquer que l'UPG soit restée aussi longtemps qu'elle est restée avec Pierre Mbundu à la tête du parti sans organiser un congrès qui était pourtant prévu par les statuts? À ce niveau-là, il y a eu violation de statut. Alors, vous parlez de la violation de statut par rapport à la question d'aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de cette violation de statut et non pas de la violation des statuts au moment où Pierre Mbundu n'a pas organisé de congrès? Mais je vous disais, non, mais il n'y a pas de violation de statut du tout. Un congrès ordinaire, quand il est proposé, quand on fait des statuts, on sait qu'il y a un congrès ordinaire prévu. Je vous ai indiqué la procédure pour qu'il y ait un congrès. Il y a une convocation de la Convention nationale. Convention nationale qui regroupe toutes les instances du pays, du parti, pardon, sur l'ensemble du territoire national et voire même à l'extérieur. Si la Convention se réunit, elle ne trouve pas nécessaire d'appeler à un congrès, elle ne le fait pas. Ce n'était pas une violation de la loi, mais je vous dis, la nécessité du pays. Et Pierre Mbundu n'avait pas eu un regard nombriliste de son parti. Pour lui, le parti de l'UPG avait pour mission d'œuvrer pour le bien des Gabonais. Et donc, la vie interne, le regard sur l'UPG n'était pas la priorité première de Pierre Mbundu parce que le regard national avait plus d'importance. Et je pense qu'aucun Gabonais aujourd'hui ne lui en tient rigueur. C'est la fin de cette première partie de Carnot Politis. Je vous rappelle que mon invité s'appelle Ange-Kevin Nzigou. Il est le président du mouvement des jeunes de l'UPG. On se retrouve juste derrière pour le point de vue. Retour sur ce plateau, deuxième partie de cette émission Point de vue. Monsieur Ange-Kevin Nzigou, le continent africain a été émaillé de nombreux scrutins législatifs et présidentiels le week-end écoulé. Le Bénin, le Togo, le Soudan. Comment appréciez-vous l'organisation des processus électoraux en Afrique aujourd'hui? Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que l'appréciation que je peux donner des processus électoraux en Afrique dépend de dans quelle partie on se trouve. Vous savez, une partie de l'Afrique et celle du Soudan où les conditions de l'élection, parce qu'une élection doit être libre et transparente, la transparence ne suffit pas pour qu'il y ait élection, il faut encore qu'elle soit libre. Or, la liberté de l'élection n'est pas... les conditions de liberté de l'élection ne sont pas encore réunies dans certaines parties de l'Afrique, notamment au Soudan. Donc, je peux dire que nous sommes dans une configuration fonctionnelle de l'élection. C'est-à-dire que il suffit d'avoir une date, d'avoir des urnes et on se dit
on a eu une élection alors que ce n'est pas ça l'élection. L'élection, c'est un ensemble d'éléments, c'est une réalité, alors qu'elle n'est pas encore aujourd'hui concrète dans nos États. Pour ce qui est du Soudan. Pour ce qui est du Soudan. Voilà. Pour ce qui est du Togo, j'avoue que j'ai une lecture assez mesurée de la situation. Rien ne permet aujourd'hui de dire que le président Gnassingbé Eyadema a été élu, rien ne permet de dire le contraire non plus. Comme je voudrais être objectif sur les positions que je me donne le temps d'observer et de voir à travers les rapports qui seront faits par les observateurs internationaux ce qu'il y a dans cette élection-là. Alors au Bénin, le président Yahi Boni a déjà annoncé qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections. J'espère qu'Ali Bongo l'a entendu. Et que, en tout cas, Ali Bongo, il a encore un mandat à défendre. Donc, ce n'est pas vraiment le même cas de figure aujourd'hui pour Yahi Boni. Il était à son deuxième mandat, donc il s'arrête là. Et c'est vrai qu'il avait, on parlait d'une ambition de modification de la Constitution. Je crois que ce projet, il a mis dans les cartons, compte tenu de ce qui s'est passé certainement au Burkina Faso, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. Mais lui, il ne se présente plus. Et voilà. Bon, aujourd'hui, les enfants des anciens présidents, donc celui de Thomas Yahi Boni, celui de Mathieu Kérékou et celui de Nissophore Soglo vont se présenter. Donc, ils vont se jeter dans l'arène. Ça veut dire que au moins, le nom de l'un des présidents, des anciens présidents pourrait ressurgir. Comment expliquer? Quel est votre point de vue? Oui, moi, ce que je peux vous dire déjà sur la candidature des enfants d'anciens présidents, c'est qu'elle ne pose aucun problème, de mon point de vue. J'estime qu'un enfant de président est un citoyen aussi. Un enfant de président a le droit de demander le suffrage aux populations. Ce qui est inadmissible, c'est qu'un enfant de président pense que parce qu'un enfant de président, il a le droit d'être président. Il a le droit de se présenter. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit d'être forcément président parce qu'il appartient au peuple d'en décider autrement. Je trouve extrême aussi de considérer que parce qu'on est enfant de président, parce qu'on porte un nom, on n'a aucun droit. Non. Un enfant de président qui fasse une campagne normale. Souvent, pour parler de la France, il y a des critiques qui étaient portées contre Marine Le Pen, que je ne défends surtout pas. Mais ce que je remarque, c'est que cette dame-là, elle a été militante. Elle a fait ses classes, elle a combattu, elle s'est battue pour être à la tête du parti de son père. Et ce cheminement-là de militantisme, de combat, de respect des populations, nous le voyons difficilement dans nos États où les enfants de présidents se comportent en prince en réalité. Et c'est ce qui est dommage. Nous ne critiquons pas, en tout cas, ce n'est pas l'esprit que j'ai, nous ne critiquons pas le fait qu'il soit fils de président. Nous critiquons le fait qu'il piétine les populations au nom de ceux qui sont fils de président. Nous critiquons le fait qu'il piétine les règles établies par nos constitutions au nom du fait qu'il soit fils de président. Nous critiquons le fait que les lois de leur pays ne représentent rien parce qu'ils se disent fils de président. C'est simplement le critique que nous faisons. Nous estimons qu'en tant que fils de président, ils peuvent valablement et justement d'ailleurs se présenter à une élection, entendre ce que le peuple en dira, mais en Afrique, je me rends bien compte que les fils de président n'ont pas forcément le profil qu'il faut pour être président de la République. Quel est le profil? Le profil, c'est d'être un citoyen normal, un citoyen respectueux des textes, un citoyen respectueux de ses concitoyens, un citoyen respectueux d'abord de la Constitution. Je parle de notre pays parce que l'actuel président de la République est fils de président. Comment vous trouvez normal que, alors que tout le monde parle de respect des institutions constitutionnelles, qu'il y a une institution constitutionnelle parce qu'elle est prévue par la Constitution qu'on appelle la vice-présidence de la République, qui est vide depuis l'élection d'Ali Bongo, alors même que la Constitution prévoit cette institution-là. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là n'est pas le problème. J'ai tendance à dire que la Constitution, elle n'est pas suggestive, elle est impérative, elle s'impose aussi au président de la République parce qu'il n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc, ça c'est le modèle type d'enfant de président qui estime que parce que je suis enfant de président, j'ai droit à tout et je ne suis responsable de rien finalement. Mais en face, qu'est-ce que l'opposition fait pour tirer la sonnette d'alarme, si je peux dire, sur ce type de questions? Déjà, l'opposition, il faut qu'elle soit en mesure de discuter. Il faut qu'elle ait la possibilité d'exprimer sa volonté. Et je peux vous rassurer sur une chose, c'est que dans l'opposition, vous avez suffisamment d'intelligence pour pouvoir parler de ces problèmes-là. Mais rendez-vous compte, pour parler à la RTG, ça devient une perle rare. C'est-à-dire la télévision publique. Voilà, la chaîne publique, la chaîne nationale.
Il n'y a que le pouvoir qui peut en parler, qui peut y passer pour passer des messages. Pour faire des meetings, c'est la croix et la bannière. Vous avez vu les événements du 20 décembre. Il n'y a que le pouvoir qui a le droit d'être dans la rue. Et qu'est-ce que vous donnez comme espace de communication à l'opposition pour qu'elle puisse exprimer son sentiment? Zéro. Donc, moi, ce que je dis, c'est que l'opposition peut faire des propositions, mais encore faut-il qu'elles soient possibles, qu'elles soient exprimées, encore faut-il qu'elles soient entendues. Ça fait longtemps que nous estimons que, en tout cas dans l'opposition, pour ma part, j'estime que la présidence de la République, le fait qu'il n'y ait pas un vice-président de la République, ce n'est pas un poste que je défends. Et vous comprenez pourquoi? Parce que c'est un poste que Pierre Mamboundou lui-même voulait voir disparaître. Donc, mais pour l'instant, dans la Constitution, il existe. Respecter la Constitution, être un fils d'État digne, un fils de chef d'État, pardon, digne de son pays, c'est d'abord respecter la Constitution de son pays. Alors, je ne sais pas, vous avez parlé de votre entrée à l'UPG un peu plus tard, par rapport aux événements que j'ai énumérés il y a quelques instants. Mais Pierre Mamboundou a initié, au sortir de l'élection de 2009, un certain nombre de discussions avec le pouvoir en place. Était sa seule idée, son idée personnelle, était-ce l'UPG qui négociait avec le pouvoir? Et qu'est-ce que l'UPG attendait du pouvoir? Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Mamboundou a fait plus d'une vingtaine d'années avant sa mort, dont les conditions ne sont même pas encore éclairées. Il a fait une vingtaine d'années dans l'opposition, un peu plus d'une vingtaine d'années dans l'opposition. Une partie de son position s'est faite dans l'ostracisme du pouvoir, où il était empêché de tout. Lui était reproché tout, et où il avait été responsable de tout ce qui arrivait de mal, ou tout ce qui se préparait de mal, rendu responsable par le pouvoir. Il était à un moment donné de son parcours politique, il était important qu'il puisse discuter, parce que le dialogue est l'un des principaux piliers du débat démocratique, de l'avancée démocratique. Et Pierre Mamboundou en était convaincu. La force des événements l'a amené à discuter avec les gens du pouvoir. Je ne vais pas dire à se compromettre, parce qu'il avait encore la capacité de pouvoir être en face d'un adversaire politique, d'avoir un désaccord politique, mais de pouvoir discuter des problèmes du Gabon. Ce que je trouve essentiel. Moi, je pense que c'est pas parce que nous ne partageons pas nous ne sommes pas du même bord politique que nous devons être des ennemis. Voilà. Est-ce que cette façon de faire peut continuer à avoir cours au sein de l'UPG aujourd'hui? Est-ce que le président Moukani, dont vous parlez, pourrait aller discuter avec le pouvoir en place pour des questions qui engagent la nation? Vous aurez noté que c'est vrai que le président Moukani reste un président de l'UPG républicain, un homme républicain, un citoyen républicain, mais vous aurez noté en face qu'il n'y a plus les mêmes personnes. En face, vous avez, pour toute réponse, l'arrogance et le mépris, et dans ces conditions, le débat ne peut pas avoir lieu. Donc il faudrait reviser d'abord les standards de communication et de discussion politique pour que le président Moukani, tout en républicain convaincu, je peux vous le rassurer, viendrait sur la table et discuter des problèmes des Gabonais, parce que l'intérêt des personnes passe en dessous de l'intérêt du pays. Et ça, il en est convaincu. C'est la fin de cette deuxième partie de Carnopolitis. Je vous rappelle que Ange Kevin Nzigou, président du mouvement des jeunes de l'UPG, est l'invité de cette émission. On se retrouve juste derrière. C'est d'actu. Ange Kevin Nzigou, une question d'économie qui concerne l'Afrique. Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique restent favorables grâce à un taux de croissance moyen qui s'est maintenu autour de 4% depuis ces 2 dernières années. Cette performance est supérieure aux 3% de croissance enregistrée par l'économie mondiale et atteste une fois encore la résilience du continent face aux turbulences internationales et régionales. Avec cet avantage, le continent peut-il compter sur de beaux jours? Je note une chose. Nous avons une analyse économique, des questions économiques en Afrique, avec une conséquence occidentale. Nous estimons que, vu que dans les pays occidentaux, la crise économique et financière a entraîné une
une dégringolade des conditions de vie des populations, a agrandi la liste des situations de paupérisation. Donc, en Afrique, la paupérisation des populations et la précarité de celles-ci sont dues à une décroissance économique. Or, c'est faux. C'est faux parce que la croissance de la petite expérience de l'analyse politique que j'ai pu en faire, en tout cas d'Afrique centrale, la croissance n'a jamais posé un problème en Afrique. On a toujours eu une croissance positive ou une croissance à 2 chiffres, parfois constante, mais toujours positive. Et donc, le problème de l'Afrique, en tout cas le problème du Gabon, n'est pas la croissance. Le problème du Gabon, c'est un problème de gouvernance. Et tant que la question de la gouvernance... Ce qui peut être le cas pour toute l'Afrique, enfin, oui, subsaharienne. Exactement, oui. Je suis d'accord, ce qui peut être le cas pour toute l'Afrique subsaharienne. Le problème, c'est le problème de gouvernance. Tant que les règles de gouvernance ne seront pas respectées, tant que les règles de l'État, les règles que nous nous sommes fixées, les règles que le législateur impose ne seront pas respectées, je peux vous dire qu'on pourrait être à 4, 5, 10 chiffres de croissance, ça ne changera rien à la situation des populations. C'est pourquoi nous, au mouvement des jeunes UPGistes, nous estimons que nous devons partir sur une base d'égalité. Nous devons imposer le principe d'égalité de droit. Voilà. Nous estimons que parce que nous sommes égaux en droit, parce que si j'ouvre une entreprise et que je suis le principal promoteur de cette entreprise-là doit être au même nombre qu'une autre personne, qu'elle soit de la majorité ou de l'opposition. Il n'y a pas de favoritisme en République. C'est pourquoi je vous disais que nous étions des républicains convaincus. Et la question économique, la question en tout cas de la croissance n'est pas celle qui neutralise le bien-être des populations. Voilà. Alors, nous en avons déjà parlé, mais il faudrait que les téléspectateurs comprennent bien. Je vais illustrer cette question encore. Mardi, de très nombreux Gabonais ont rendu hommage à André Mbaobam au stade de Nzanayon. On a vu, pour le compte de l'UPG, Bruno Ben Moubamba en tant que président. Et on a vu également Moukanyi Ouangou en tant que président en exercice du Front Uni. Vous avez très mal vu parce que Bruno Ben Moubamba, puisque j'étais moi-même représentant le mouvement des jeunes UPGistes, Bruno Ben Moubamba a participé à cette cérémonie d'hommage à André Mbaobam en tant que Bruno Ben Moubamba. Lorsqu'il a déposé sa gerbe de fleurs, on a dit le groupe Bruno Ben Moubamba. Oui, mais c'est pas ce qu'il a déclaré à la presse. Il a déclaré à la presse qu'il est venu en tant que président de l'UPG. Vous savez, nous sommes pour la liberté, le respect des libertés. Chacun peut dire tout et n'importe quoi, c'est pas ce qui compte. Mais quand même, on a vu qu'il y a eu une sorte d'imbroglio. Non, je n'ai pas aperçu ça. Moi, ce que j'ai perçu, parce que j'étais sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était à la recherche de je ne sais quoi, mais qui a été très vite recadrée. Et le protocole de la manifestation... Mais je vous demande de revisionner les vidéos à TV+. Il y avait l'UPG qui était représenté par son bureau exécutif, conduit par le secrétaire général et le porte-parole Dr Itana et Thomas Ibinga. Ensuite, il y a eu le mouvement des jeunes UPGistes, conduit par son président, et ça s'est très bien passé. Ensuite, il y a eu le groupe Mbamba qui a déposé sa gerbe de fleurs parce que c'est un Gabonais comme nous et qui l'a fait. Et qui était habillé en UPGiste. Il avait une veste noire. Veste noire, cravate rouge, signe distinctif d'un UPGiste. Peut-être qu'il a une inclinaison désormais pour l'UPG, mais nous disons, Bruno Ben Moubamba est un citoyen comme les autres. Mais est-ce que Bruno Ben Moubamba a jamais pris une carte d'adhésion à l'UPG? Si. Bruno Ben Moubamba a pris une carte d'adhésion à l'UPG. Ça, c'est important de le relever. Moi, je dis, Bruno Ben Moubamba a sa place dans tous les partis politiques. Il milite où il veut, parce qu'il est gabonais, parce que son opinion peut changer du jour au lendemain, et avec lui, vous êtes habitué du fait. Mais lorsqu'on intègre un parti politique, il y a des règles, on les respecte, et lorsqu'on est en dehors des règles, on est en dehors du parti. En ce moment, Bruno Ben Moubamba nage en dehors du parti. Voilà. Comment? Il est dans la mystification, et ceux qui sont avec lui se rendront très vite compte qu'ils sont du mauvais côté. Et donc, vous n'avez pas de nouvelles de ceux qui sont avec lui et qui se considèrent comme étant des UPGistes? Oui. Vous avez des nouvelles? Parce qu'on sait qu'il y a eu encore une autre scission entre Bruno Ben Moubamba et son mentor. Quelqu'un de très avisé disait que ce sont des scènes de ménage. Et par définition, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas commenter les scènes de ménage parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans un ménage. Il y a un ménage à deux, Bomba Mathieu et Bruno Ben Moubamba, un ménage qui trouve de problèmes dont on ne sait pas la véritable source. Parce que, pour le rappel,
Si Bruno Benbamba estime que la procédure, le putsch, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qu'il a fait à son ami Mbomba Ndiengi était légal et que son congrès se serait passé dans les normes prévues par leur esprit, quel reproche il ferait à Mokani Iwango? Quel reproche? Aucun. Aucun. C'est la preuve qu'on est dans ce que j'appelle, moi, et j'assume ce que je dis, la délinquance politique. Comment voyez-vous l'opposition gabonaise aujourd'hui avec effectivement toutes ces scissions, ces disparitions et ces appétits égoïstes, scissions au sein de l'UPG, quelques disparités au sein de l'Union nationale aujourd'hui? On sait qu'il y a au moins 2 courants qui prévalent au sein de ce parti. Les disparitions, on a évoqué Pierre Mambundu, on a évoqué André Baobam et bien d'autres. Comment voyez-vous l'opposition gabonaise aujourd'hui? Oui, d'abord, je veux dire une chose sur les scissions. Vous avez parlé de l'Union nationale en termes de scission, moi je n'en vois pas. En termes de disparité, en termes de courant politique. Le courant politique, les courants politiques au sein d'un parti politique participent de la démocratie du parti. Effectivement. Vous savez, dans un parti politique, vous n'avez pas forcément, vous avez une vision globale du parti, vous avez des courants de pensée plus ou moins accentués, plus ou moins colorés, et ces courants de pensée doivent participer à la démocratie au sein du parti et à promouvoir le parti. Naturellement. Et c'est pourquoi moi je dis, au sein de l'UPG par exemple, si Bruno Benbamba, en tant que militant de l'UPG, militant discipliné de l'UPG, estime animer un courant, ce courant peut avoir cours au sein du parti. Il peut, il y avait des expressions qui ont été créées, je pense, mais aussi par les médias, parce qu'ils participent beaucoup à la désinformation. Vous avez un courant de loyalistes, un courant de légalistes, un courant de mambundouistes. Ça, c'est possible d'être ensemble et d'animer ce genre de courant. Vous avez des démocraties confirmées, enfin, si on considère que une démocratie est toujours confirmée, dans certains pays où des grands partis ont des courants. Aujourd'hui, au PS, vous avez des frontistes, les frondeurs, pardon, et c'est un courant, mais ils sont au sein du parti. Quelle est cette idée? Mais c'est parce que aussi, nous avons un regard trop prononcé sur nos nombrils ici au Gabon. C'est-à-dire que, quelle est cette idée de dire, je ne suis pas président d'un parti, nous avons un président qui a été régulièrement élu, je ne partage pas ses opinions, mais je partage l'idée générale du parti, donc je suis aussi président. Non, on peut être au sein du parti, ne pas partager l'inclinaison du président au pouvoir et dire je crée mon parti pour amener le président, je crée pardon mon courant pour inviter le président à rejoindre ce courant parce qu'il est majoritaire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs présidents. Et moi j'espère en tout cas, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire à tous les militants de l'UPG qui croient à tort qu'avec Bruno Benbamba ou Mbomba Ndiengi, ils sont dans la raison, de rejoindre le camp de la raison justement, et de se dire, le plus important aujourd'hui, c'est de parler des problèmes du Gabon. Et dans l'opposition gabonaise, le seul, pour parler de l'UPG, qui s'intéresse à la question des Gabonais, qui s'intéresse au quotidien des Gabonais et qui s'intéresse aux solutions à apporter pour ces problèmes-là, c'est Mokani Iwango. Ça, il faut avoir l'honnêteté, la clairvoyance de le reconnaître et de se dire, finalement, ces personnes-là, si elles ont une once d'honnêteté, elles se disent, on se met ensemble, on travaille pour le pays. Oui, pardonnez-moi, mais quand même si on est légaliste, même si on est élu de façon légale, on peut toutefois ne pas être sur le droit chemin. Oui, à ce moment-là, le peuple décide. À ce moment-là, les militants décident. Vous savez, en tout cas dans l'organisation de l'UPG, dans les statuts de l'UPG, vous avez des mécanismes qui amènent la personne qui a été légalement élue et qui se détourne de la ligne qui a été fixée par le parti. Vous avez des mécanismes qui vous amènent à le recadrer. Et je pense que ce n'est pas avec le président Mokani Iwango qu'on pourrait avoir ce genre de tendance à la dictature de la pensée. Et donc, selon vous, l'opposition gabonaise ne fait que se raffermir par rapport à tout ça? Je ne sais pas si vous avez observé comme moi qu'au sein de l'opposition gabonaise, nous avons une clarté de vision. Nous avons eu des regroupements des partis politiques et des hommes politiques qui n'ont pas toujours marché. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, je parle pour le président, il y a l'UFA. Je ne sais pas ce qu'il en est.
je ne réponds pas de ce regroupement-là. Vous avez le Front uni de l'opposition qui travaille tant bien que mal pour animer le courant politique de l'opposition au pouvoir et pour atteindre l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire l'alternance à la tête de l'État. Est-ce que ces deux visibilités-là, ces deux courants de l'opposition sont perçus par les populations? La réponse est oui, donc il y a une certaine clarté de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on sait, on peut identifier un homme politique selon qu'il appartienne au Front uni de l'opposition ou selon qu'il appartienne à l'union des forces de Et pendant qu'on parle du Front uni de l'opposition, où est-ce qu'on en est avec l'UFC? Oui, mais c'est autre chose l'UFC. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été un échec l'UFC. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des échecs qu'on doit relever que des échecs. Aujourd'hui, il y a une réussite, c'est le Front uni de l'opposition. Et ça, toute tendance confondue, lorsqu'on est un peu clairvoyant, lorsqu'on est un peu honnête, on reconnaît que le Front uni de l'opposition fonctionne parfaitement bien et que les outils, les mécanismes qu'il se donne pour le fonctionnement de ce regroupement de partis et d'hommes politiques sont des outils bien huilés. Alors, le prochain, la convention que vous préparez, qu'est-ce qu'elle doit accoucher? Oui. Il faut dire que le 14 février, le président Moukani a voulu, après le congrès de l'UPG de juin dernier, il a voulu mettre en place les différents mouvements du parti et mouvements de base spécialisés qui ont une autonomie de fonction. Il a commencé par le mouvement des jeunes parce qu'il estime que les jeunes et les femmes constituent les piliers fondamentaux de l'énergie du parti. J'étais désigné à cette occasion-là président du mouvement des jeunes. Nous sommes réunis entre jeunes de l'UPG et nous sommes dit qu'il fallait restructurer le mouvement. Il fallait avoir une organisation du mouvement, avoir une structure établie, des idées définies, un chronogramme à envisager, une installation sur le territoire national, afin que les jeunes qui veulent se reconnaître de l'UPG, en tout cas je l'appelle de mes voeux, puissent se dire on s'identifie à tel mouvement parce que nous pensons qu'ils défendent telle question, suivant tel modèle et selon telle méthode. Donc la convention de lancement que nous organisons ce samedi, que nous organisons du 1er au 3 mai 2015, consistera à présenter au peuple gabonais, au peuple de l'Union du peuple gabonais et au peuple gabonais en général, les tenants, les idées, les principes et les directives du mouvement des jeunes de l'UPG. En matinée, donc, il y aura une cérémonie d'ouverture avec la participation des invités étrangers. Nous aurons en après-midi 3 ateliers. Un atelier sur le socialisme parce que l'UPG s'inscrit dans l'idéal social-démocrate sur l'échiquier politique. Donc nous aurons un atelier sur l'être et le devenir du socialisme, du jeune socialisme. Nous aurons un atelier sur l'écologie parce que avec les questions climatiques, l'écologie doit être de plus en plus au cœur des débats politiques. Et nous avons un troisième atelier sur la démocratie et le rôle de la jeunesse dans l'alternance à la tête de l'État. C'est la fin de cette troisième partie. Il nous reste une toute dernière. Nous repartons dans l'eau vif avec Ange Kevin Zigou, qui est notre invité. Ange Kevin Zigou, vous prenez en main les jeunes de l'UPG, c'est des jeunes qui ont toujours été taxés de délinquants, entre guillemets, qui participent à des casses. Comment allez-vous faire pour, si vous voulez, nettoyer cette image? Moi, je ne vous laisserai pas dire que les jeunes de l'UPG participent à des casses. C'est ce qui se dit, oui. C'est pas moi qui le dis. Oui, mais parce que c'est pas vrai. Oui. La délinquance, on sait où elle se trouve. Et je vous le dis très clairement, si Pierre Mamboundou voulait qu'il y ait la casse et que la rue soit à feu et à sang, ça se saurait. Parce que vous avez vu en 2005, vous avez vu en 98, et en 2009, avec moins de vigueur peut-être, la jeunesse de l'UPG qui était prête à en découdre avec les pouvoirs en place, compte tenu des mauvais procédés démocratiques qui étaient en cours. Donc,
On a toujours eu une attitude de responsabilité. D'ailleurs, c'est cette responsabilité-là que nous mettrons au service de la jeunesse. Parce que, vous savez, en termes de délinquance, moi je fais un peu de pénal. En termes de délinquance, le regard ne doit pas être porté que sur le sujet délinquant. Le regard doit être porté sur la société. La société a sa part de responsabilité dans la délinquance. Et si aujourd'hui, l'État ou ceux qui distillent ce genre d'idées-là pensent qu'il y a une grande part de délinquance au sein de la population, c'est l'aveu que l'État est incapable d'éduquer ces jeunes. Nous participons, nous, mouvement des jeunes UPGistes, nous entendons participer à un mouvement d'éducation politique populaire. Nous entendons participer à un mouvement d'éducation sociale des populations, pour que le jeune sache aujourd'hui que pour exprimer, parce que c'est là aussi le problème, quand vous empêchez un enfant d'exprimer ou un jeune d'exprimer ce qu'il ressent du point de vue politique, vous avez la violence. La violence est le signe de l'impossibilité de s'exprimer autrement. Et lorsque vous avez un enfant en délicatesse, il exprime par la violence. Donc, nous, au sein du mouvement des jeunes UPGistes, en responsabilité, nous participerons à l'éducation et à la formation de la jeunesse gabonaise pour qu'elle soit consciente, parce que si elle est consciente, la violence sera différente. Alors, vous allez organiser donc vous avez appelé cette convention de lancement. Et vous avez dit que ce sont des conventions qui sont faites un peu avant un congrès, c'est-à-dire qu'il y a un congrès en vue? Non. La convention nationale est faite. Enfin, la convention nationale est le lieu pour appeler au congrès. À l'organisation d'un congrès. Mais une convention peut s'organiser pour un sujet ou pour un autre. Une convention, c'est une rencontre entre les militants de façon assez élargie pour discuter des problèmes, soit du parti, soit du pays, soit selon le thème qui aurait été choisi. Pour cette convention-là, le but est de lancer le mouvement sur ses fondamentaux. C'est pourquoi vous avez 3 ateliers qui reviendront sur les idées principales sur lesquelles le mouvement va s'axer pendant les prochaines années. Nous avons une tournée nationale que nous envisageons. Au cours de cette convention, nous déclinerons le programme de la tournée nationale du mouvement des jeunes UPGistes. C'est simplement une convention de lancement. Certainement en fin d'année, nous organiserons une autre convention qui sera une convention cette fois-ci nationale, au cours de laquelle nous appellerons tous les jeunes sur le territoire national pour discuter des problèmes du Gabon sur un sujet qui aura été choisi par le bureau exécutif. La dernière question de cette émission, c'est vous qui allez la lire au public et vous allez y répondre. Au regard de la situation actuelle de votre parti, pensez-vous pouvoir vous sortir de cette impasse pour honorer la mémoire de Pierre Mamboundou? L'honneur de la mémoire de Pierre Mamboundou est en grande partie le principal objectif et la principale mission que s'est donnée l'Union des peuples gabonais présidée par le président Mokani Ouangou. Le nord du président Mamboundou passe par le respect des idées, passe par la consécration des valeurs républicaines. Et je peux vous dire, et vous le constatez de vous-même, que depuis que le président Mokani est à la tête de l'UPG, il n'a que pour seule ambition, que pour seule action et que pour seule démarche, la voie républicaine, celle que chérissait Pierre Mamboundou. Et je pense qu'en agissant ainsi, on rend honneur et hommage à Pierre Mamboundou. Est-ce que vous avez initié des discussions, des débats avec les 2 individus, membres de l'UPG, qui se prévalent aujourd'hui, également leaders du parti? Mbara Nzengi, nous ne sommes pas fermés au dialogue. Je ne voudrais pas, parce qu'il y a des discussions qui pourraient appeler à une autre interprétation. Moi, je dis une chose, le président Mokani n'est pas fermé au dialogue. Il y a des discussions qui pourront s'engager, des discussions qui pourront se tenir, mais vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui sont autistes, parce que la discussion passe difficilement. J'ai du respect pour ceux qui sont vraiment malades de l'autisme, mais l'autisme politique, c'est encore plus grave. Il y a des gens qui sont aptes à la discussion, nous discuterons avec eux. Le président... Oui, mais qui pourrait initier la discussion? Est-ce que le président Mokani a initié une discussion? Il a appelé, il a dit qu'il est ouvert à tout débat sur la question du parti. Mais il y a une chose sur laquelle nous pour le coup, au mouvement des jeunes UPGistes, et je pense l'ensemble des militants de l'UPG, ne seront pas... une question qui ne sera pas discutable, la question du congrès. Dans la mesure où le congrès est respectueux de la procédure prévue par le parti,
les décisions du Congrès ne peuvent pas être modifiées par une quelconque discussion. Les décisions du Congrès sont des décisions sacrées. Et si on s'en tient à l'idée de ce que les règles sont faites pour être respectées, oui, nous discuterons, oui, nous verrons comment réaménager nos instances, mais il n'est pas question de revenir fondamentalement sur les grandes décisions et les grandes lignes du Congrès d'ici ce 9 juin 2014. Il y a une couleur que vous affectionnez en tant que membre de l'UPG, c'est le rouge. J'ai 2 cartons que je vous présente. Compte tenu de cette situation, effectivement, quel est le carton que vous présenteriez aux dissidents dont nous parlons aujourd'hui par rapport à la bonne marche du parti? Oui, mais aux dissidents, c'est forcément le carton rouge. Le rouge, pourquoi? Carton rouge pour leur dire stop à tout, qu'ils sortent des rangs de l'UPG digne, de l'UPG honorable, de l'UPG respectable des valeurs républicaines. Voilà. Nous leur disons carton rouge parce que le jeu désastreux et finalement humiliant pour la politique de l'opposition auquel ils veulent nous ramener n'est pas digne de notre parti. Et donc nous leur disons carton rouge pour qu'ils sortent de ce terrain-là. Il y a un terrain en face au PDG où ce jeu peut se faire avec vigueur parce que c'est leur sport favori. Mais chez nous, disons carton rouge à ce genre d'individus. Vous avez jamais été au PDG pour savoir qu'ils ont ça pour sport favori? Mais vous savez, le PDG règne depuis près de 50 ans, c'est ça? 50 ans à la tête de l'État. Et nous voyons comment ça se passe. Et donc, on n'a pas besoin d'être au PDG pour se rendre compte que le sport favori, c'est le désordre politique. Ange Kevin Nzigou, merci d'être arrivé sur ce plateau. Je vais maintenant vous demander de nous faire la courtoisie de signer notre livre d'or, le livre d'or de Carnot Politis, avant de prendre congé de nous. Merci Ange Kevin Nzigou. Je vais donc me faire le plaisir de lire vos propos téléspectateurs à cette brillante équipe de Carnot Politis pour qu'à jamais le débat politique libre et éclairé participe à la libération du peuple gabonais et à la consécration d'un état de droit et d'égalité. Avec toute mon admiration pour le professionnalisme de votre chaîne et la liberté de votre propos. Merci Ange Kevin Nzigou. Madame, Monsieur, je vous précise qu'Ange Kevin Nzigou est l'auteur d'un livre, un essai qui s'appelle « Manifeste pour le respect des libertés publiques au Gabon », hommage à Bruno Mbouloubeka, mort pour la liberté le 20 décembre 2014. Je vous propose donc de regarder cet essai de notre invité que vous pouvez parcourir. Merci à vous d'être resté devant votre écran. Retenez que Carnot Politis, c'est le tout politique, car ici, tout est politique. Bonsoir.